Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. C'est une tradition. Au Cameroun, le président de la République, Paul Biya, chef des armées, a présidé ce 21 avril la cérémonie de sortie officielle de la 35e promotion de l'école militaire interarmée de Yaoundé. Hausse des salaires minima au Mozambique. La mesure concerne 8 secteurs de l'économie et fait suite à un consensus avec les syndicats et les associations d'employeurs sur les rémunérations salariales. Et puis, il était attendu depuis plusieurs années, sous l'impulsion des principaux acteurs médiatiques. Le Conseil de la presse a été inauguré le 20 avril 2017 en Tunisie. L'instance indépendante aura pour mission de réguler le secteur des médias. Au Cameroun, le président Paul Biya, en sa qualité de chef des armées, a présidé ce 21 avril à Yaoundé la cérémonie de remise des épaulettes de la 35e promotion des élèves officiers de l'école militaire interarmée, avec 2 mots d'ordre, discipline et loyauté vis-à-vis de la nation camerounaise. Compte rendu dans ce reportage de Viviane Baouken, notre correspondante au Cameroun. Ils sont 178 nouveaux officiers de l'école militaire interarmée du Cameroun qui viennent d'embrasser ce 21 avril à Yaoundé la carrière de militaire dans les rangs des 6 corps de l'armée camerounaise. Parés de leurs nouveaux attributs, ils ont reçu des mains du chef de l'État Paul Biya leurs épaulettes. Une récompense qui vient couronner 3 années de dur labeur. C'est vrai que ça a été rude, ça a été très difficile, mais on a été à la hauteur. Et ça, c'est l'aboutissement d'un long travail, de beaucoup d'efforts et beaucoup d'endurance. Le plus douloureux, c'était de vivre tout ce que nous avons traversé ensemble. Je peux citer l'ascension du mont Cameroun, les exercices alligators dans la mer et les sauts para. La 35e promotion qui triomphe ce jour est constituée de 37 femmes et 141 hommes. Pendant 36 mois, ces aspirants ont triomphé des dures épreuves que comporte leur formation dans les centres d'instruction de Ngaoundéré, Djoum, Ngaoundal, Koutaba et Yaoundé. Nous avons essayé autant que faire se peut de donner les armes nécessaires en termes de connaissances, en termes de qualification à ces enfants pour qu'ils puissent durer sur le terrain. Nous avons la chance qu'ils sont déjà partis sur le terrain, ils ont juste été rappelés pour la cause et les nouvelles qui viennent du terrain par rapport à leur performance sont très bonnes. Le nom de baptême de cette promotion, paix et émergence, recouvre ainsi les dimensions socio-économiques et sécuritaires de la vie de la nation camerounaise. Selon le chef de l'État, les jeunes officiers qui triomphent ce jour devront relever ces défis qui les interpellent dès leur engagement sur le terrain. Bernard Munyagichari, ancien chef de milice dans la province de Gisenyi, dans le nord-ouest du Rwanda, a été condamné le 20 avril à la prison à vie par un tribunal de Kigali pour son implication dans le génocide des Tutsis en 1994. Il a été reconnu coupable de crimes de génocide et meurtres constitutifs de crimes contre l'humanité, mais a été acquitté du crime de viol. Rappelons que Bernard Munyagichari était lors du drame président pour la préfecture de Gisenyi des extrémistes Hutus Interahamwe, fer de lance du génocide. Il a 30 jours pour faire appel. Le gouvernement mozambicain a fixé ce vendredi 21 avril de nouveaux salaires minima conformément au consensus trouvé au sein du Conseil consultatif du travail. Les hausses vont jusqu'à 21% et 8 secteurs de l'économie sont concernés. On fait le point tout de suite avec Idolette Mirabel-Bissot. 2 semaines après avoir trouvé un consensus avec les syndicats et les associations d'employeurs concernant les rémunérations, le gouvernement mozambicain fixe les nouveaux salaires minima dans une dizaine de secteurs économiques. L'objectif recherché derrière cette réforme est de créer des conditions de travail plus propices au Mozambique. Avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle législation, il n'y avait pas de salaire minimal bien défini. C'était dans les secteurs que ces salaires étaient définis. On constate une augmentation de 9 à 21% de manière globale. Ainsi, dans le secteur de l'agriculture, le gouvernement a fixé le salaire minimum à $51, alors que les fonctionnaires des secteurs bancaires et des sociétés d'assurance gagneront au minimum $145,5 par mois. Cette réforme permettra aux ménages de disposer de plus de revenus et de pouvoir
accroître la demande intérieure, ce qui va relancer l'économie. Il s'agit d'un pays qui a connu une croissance assez soutenue durant ces dernières années, de l'ordre de 7% régulièrement. 15 jours avant cette réforme salariale, dans le cadre du Conseil consultatif du travail, un forum de discussion tripartite réunissant le gouvernement, les syndicats et les associations d'employeurs. Des négociations ont eu lieu et un consensus a été trouvé sur les revendications salariales. À noter que le salaire minimum pour les fonctionnaires s'est accru de 21% pour s'établir à 61,6 $ au Mozambique. Au Sénégal, la commission foncière a rendu ses travaux au président Macky Sall le 20 avril 2017. Très attendu pour servir de cadre à la réforme foncière en cours, le rapport devrait offrir à l'exécutif un état des lieux suffisamment élaboré pour que soient prises des mesures adéquates. Les détails avec Ibrahima Diobaba. Après plus de 2 ans de travaux, la Commission nationale de la réforme foncière a rendu son rapport au président sénégalais Macky Sall ce jeudi 20 avril à Dakar. Cette réforme était très attendue par les citoyens et les investisseurs. Au Sénégal, 60% des dossiers de justice sont relatifs aux fonciers. Ce nouveau document permettra au pays de renforcer la réglementation foncière conformément aux recommandations de la CNRF. Le document de politique foncière fixe le cap pour un accès sécurisé et équitable aux ressources naturelles de nombreuses personnes vivant en milieu rural et les agriculteurs familiales, mais également les investisseurs privés dans le secteur rural. Mais il convient de garder à l'esprit la dimension holistique du foncier, car la terre et les ressources qu'elle porte sont tout à la fois facteurs de production, source de nourriture, base de pratiques sociales, culturelles et religieuses. Au cours de la dernière décennie, plusieurs conflits fonciers ont éclaté au Sénégal, notamment à cause de l'accaparement des terres par l'agrobusiness, principalement dans la vallée du fleuve Sénégal. Conscients des dégâts occasionnés par ces conflits, les autorités font de la gouvernance participative des terres une priorité. Il faut, dans le souci de rendre la gestion plus transparente, plus inclusive, préserver quand même l'esprit et donc préserver ce bien pour la nation sénégalaise tout en permettant l'immatriculation d'un certain nombre de fonciers en fonction des usages, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Au Sénégal, le foncier est régi par la loi 64-46 du 17 juin 1964, dite loi du domaine national. La gouvernance foncière est très souvent source de conflits dans les collectivités territoriales. Depuis quelques années, l'État a repris en main la question foncière. Le président Macky Sall a converti gratuitement en février 2017 tous les titres précaires détenus par des Sénégalais en titres fonciers. La liberté de la presse est un garde-fou pour la démocratie. Fort de ce constat, un conseil de la presse a été officiellement inauguré le 20 avril en Tunisie. Il aura pour mission de lutter contre les dérives dans le secteur médiatique et donc d'instaurer un journalisme de qualité. Tirandiaï. Lancement d'un conseil de la presse ce jeudi 20 avril en Tunisie. L'ambition est ici de lutter contre les dérives dans le secteur médiatique. Il s'agit en ce sens d'instaurer un journalisme de qualité grâce à la collaboration du syndicat national des journalistes tunisiens. Améliorer la pratique journalistique et imposer le respect de la charte déontologique font partie des missions du conseil. C'est un jour historique, pas seulement pour les journalistes, mais aussi pour la démocratie tunisienne et la liberté d'expression en général. Nous recevons de nombreuses plaintes de la part du public concernant des violations commises par les médias et la presse, notamment pour régionalisme ou racisme. Le Conseil de la presse sera notamment chargé de rédiger une charte de déontologie créée par plusieurs organisations comme le CNJT et l'Association des directeurs de journaux. Il est pour l'instant dirigé par un comité provisoire qui doit mettre en place des règles pérennes afin d'éviter les manquements à l'éthique journalistique. Évidemment, il y a des cadres juridiques. Il y a, par exemple, pour l'audiovisuel, une instance de régulation qui essaye tant bien que mal d'organiser, de réguler du moins le secteur. Par contre, pour la presse écrite électronique, il y a, à part le cadre juridique et le décret loi 115, qui réglemente le secteur de la presse écrite électronique, il n'y a pas de véritable institution publique qui régule ce secteur et c'est la raison pour laquelle la profession a décidé de mettre sur pied cette instance d'autorégulation
parce que vous savez, la notion d'autorégulation est une notion totalement nouvelle dans la culture médiatique tunisienne. Donc il faudrait déjà expliquer ce que c'est une instance d'autorégulation. Pour l'heure, le rôle de ce Conseil de la presse tunisien est d'accompagner, réguler et encadrer la presse tunisienne. Il pourra ensuite y avoir des avertissements et des blâmes, voire le retrait pur et simple de la carte de presse envers les journalistes ayant violé les principes déontologiques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans quelques instants. Une nouvelle édition de l'information.